Merci beaucoup, Priscille. Merci à tous. Merci de m'avoir obligé de réfléchir sur la question du trauma, parce que c'est un sujet dont je connais très peu de choses et que je n'aime pas. Et en fait, c'est très bien d'être forcé à travailler sur un sujet que l'on n'aime pas. C'est la meilleure façon de progresser. Ça va, vous m'entendez comme il faut? C'est trop fort? Ça va? Ok. Alors, pourquoi j'aime pas ça? Parce que c'est à la mode. Quelque part, aujourd'hui, si on n'a pas son petit trauma, c'est pas fantastique. Moi, je suis traumatisé par le délégué interministériel sur les troubles du neurodéveloppement. J'en peux plus et ça me fait du bien d'en parler avec vous. Donc, il y a une extension du domaine du trauma, à tel point que je pense qu'on va parler de troubles du spectre du trauma, et que, du coup, la psychiatrie... pédopsie, ça sera TND plus TST. Et le problème, c'est que tous les autres, si vous venez pour une tentative de suicide aux urgences, vous faites pas partie, même si en fait la plupart, ils ont eu un trauma, sauf que le plus souvent, on ne le voit pas. Et donc, comme on ne le voit pas, on ne les soigne pas. Voilà. Alors, bien sûr, j'exagère. Tout ça, c'est émotionnel, c'est pas bien. Et puis... Julie, qui est à côté de moi, a coécrit un livre sur le trauma complexe. Le nom me titille un petit peu, parce que quand on met complexe, ça veut dire que c'est flou, et si c'est flou, on peut raconter un peu ce qu'on veut. Mais donc, du coup, c'est un gros livre, et du coup, je l'ai lu, et bien sûr, comme toujours, on se rend compte que les idées reçues que l'on avait n'étaient pas très bonnes, et que, effectivement, il y a quelque chose derrière le trauma qui mérite d'être creusé. Et du coup, je voudrais en discuter avec vous dans les 43 minutes maximum qui me restent. On est d'accord, c'est ça? Voilà. Alors, en fait, il faut vraiment revenir sur la base de notre cerveau, il fait quoi? Et je crois qu'il y a un consensus relatif pour dire ce que fait le cerveau. Le cerveau, il code l'histoire d'une rencontre avec la réalité. Voilà, c'est-à-dire que depuis qu'on est né, et même in utero, alors in utero, il y a une rencontre avec la réalité, hein, la voix de la maman est entendue par le fœtus, un nouveau-né arrive à discriminer sa langue maternelle d'une autre langue, donc en fait, il existe déjà en tant que sujet qui a rencontré un environnement, et donc notre cerveau, pour survivre dans la réalité, il faut être capable d'anticiper ce qui va se passer. Parce que la réalité est dangereuse et donc il faut anticiper ces dangers et puis il faut pouvoir savoir où on va pouvoir manger, etc. Il suffit de regarder les vidéos animalières. Et en fait, notre cerveau, à force d'être imprégné de réalité, il construit un modèle de la réalité qui permet d'anticiper ce qui va se passer et de pouvoir agir pour optimiser notre chance de survie. Et on fait ça en permanence, et ça marche très bien. Et d'ailleurs, le plus souvent, on ne se rend même pas compte qu'on fait ça. Alors qu'en fait, c'est un vrai sujet, parce que cette construction de la réalité, elle est profondément multimodale. Il y a des sons, il y a la vue, il y a les sensations, on parle en plus, et quand on parle, il faut comprendre ce que disent les gens. Et puis, donc, tout ça doit être cohérent dans notre esprit. En fait, on n'est pas clivé avec plein de trucs qui arrivent et qu'on fait un effort pour les rassembler. Non, on a une représentation globale de la réalité. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Et d'ailleurs, même si on gratte encore plus, quand on dit nous avons le nous, vous savez, le nous du sujet humain, c'est pas si simple que ça. Vous avez sûrement dû remarquer que quand vous êtes invité chez des amis et qu'il y a des pistaches ou des cacahuètes dans un bol et que c'est pas très diététique, vous dites non, j'en mange juste un peu, je m'arrête. Vous parlez et tout d'un coup vous vous trouvez avec les cacahuètes dans la main que vous avez prises alors que vous aviez décidé de ne pas en manger. Et donc en fait quelque chose a tendu la main, quelque chose l'a mis dans votre bouche et cette chose en fait, en principe c'est pas vous. Et de la même façon, parfois il nous arrive d'être en colère et on dit des choses et on dit « est-ce que moi je voulais pas dire ça ?» Bah ouais, mais si tu voulais pas le dire, pourquoi tu l'as dit? Alors ça veut dire que à l'intérieur de nous, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué, on n'est pas
pas un, on est plusieurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, on fait des choses qu'il ne faudrait pas faire, etc. Et que parfois même, on ne se comprend pas trop. Mais ça, c'est juste des petits moments où on se rend compte que ça déconne. En général, ça coule. Ça coule. Et puis parfois, dans la vie, il y a des surprises. Parfois, on s'arrête parce que ça ne colle pas. C'est-à-dire que la réalité qu'on a en face de nous, elle ne colle pas avec la représentation qu'on s'en fait. Et là, on s'arrête, on est sidéré. Alors, un exemple typique, c'est, vous voyez un ovni. Donc, en principe, les ovnis, ça n'existe pas. Vous voyez quelque chose, et zut, qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, c'est un petit peu angoissant. Ça interroge, c'est angoissant, c'est pas possible, alors qu'en fait, on n'a aucun risque. Si on voit un truc dans le ciel, c'est pas un problème. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de penser, qu'est-ce que ça peut être? Et on va en parler à son voisin. Tu vois ça, toi aussi? Tu vois ce que c'est? Et puis, on va se mettre d'accord sur le fait que, oh bah, c'est rien, ça doit être un truc, voilà. Et donc, en fait, finalement, on va colmater cette surprise et puis on va dire, ben, on ne comprend pas tout, c'est comme ça, ou alors c'est un nuage, voilà. Et puis on va continuer à vivre et puis voilà, on s'adapte. Et puis parfois, en fait, on ne peut pas. C'est-à-dire que la surprise, elle est colossale et on n'arrive pas à colmater tout ça. Et ça, pour moi, ça s'appelle un trauma. Voilà. Et parfois, on a juste des petits traumas. Je me souviens avoir vu à Paris, je marchais sur un trottoir, il y avait une grand-mère qui accompagnait son petit-fils. Et puis, il y avait un pigeon dans la rigole. Et une voiture passe, elle écrase le pigeon. Et donc le pigeon trémulait, et il y avait ces boyaux qui sortaient de son abdomen, enfin des os qui étaient écrabouillés avec du sang partout. Et le petit enfant regarde, et tétanisé, il regarde le pigeon, et c'est une effraction, c'est-à-dire que dans sa représentation du monde, les boyaux du pigeon, les os broyés, le sang, ça n'existait pas, et donc il est sidéré parce qu'il est confronté à quelque chose de complètement nouveau, qui est irreprésentable, et il était sidéré, et sa grand-mère a eu une réaction extrêmement thérapeutique, elle a dit « Ah ben oui, le pigeon il est mort, viens, c'est comme ça, c'est la vie, hop », et puis voilà. C'était une façon de dire que dans la vie il y a des choses, et je suis un élément sécurisant, je suis là, je suis avec toi, je te tiens, et je mets du sens, et tu en verras d'autres comme ça et ça passera. Donc on est tous confrontés à des traumas plus ou moins dans notre vie et en général ça se passe très bien. Alors il y a plein de types de traumas. Il y en a deux qu'on sous-estime. Le premier, il y a les traumas purement cognitifs. Parce qu'on a beaucoup parlé dans l'introduction de traumas qui sont dramatiques, le viol, etc., etc. Il y a des traumas purement cognitifs. Et alors beaucoup de philosophes, curieusement, expliquent qu'ils ont eu des traumas. Alors, le plus connu, c'est Pascal, lors de la nuit de feu. Donc, c'est repéré, c'est le 23 novembre 1654. Pascal a une espèce de rupture cognitive tout seul. Et donc, c'est un trauma interne. C'est-à-dire que c'est pas face à quelque chose, c'est à l'intérieur de lui, il ne comprend plus ce qui se passe. Et il devient croyant. Et donc, on voit que quelque part, une façon de réagir à un trauma, c'est de rendre surcohérent votre fonctionnement psychique. C'est un peu ce qui se passe dans le déclic paranoïaque. Vous savez, le paranoïaque, ah bon, ça va pas, et un état pré-psychotique, etc. Et une façon de se défendre, c'est de trouver une explication qui règle tout. Voilà. Il y a un persécuteur, il y a, etc. Et à minima, le complotisme, les antivax, etc., eh ben, c'est une façon de gérer son angoisse et de trouver une explication qui rend surcohérent votre fonctionnement psychique. Au moins, tout s'explique comme ça. Et enfin, moi, je le respecte en tant qu'humain et en tant que soignant.
Ben voilà, c'est comme ça. Alors après, si ça marche bien, tant mieux. Si ça marche pas bien, ben on en discute. Alors après, comme citoyen, effectivement, le complotisme, c'est problématique. Mais donc Pascal est devenu croyant, comme on le sait. Avant, il était complètement mathématicien, complètement carré dans sa tête. Et puis après, ben, il était un individu différent. Et c'est pas le seul. Wittgenstein, après la Première Guerre mondiale, est devenu un peu de la même façon. Et Whitehead, alors c'est intéressant, a vu, il était l'élève de Russell. L'épouse de Russell avait des problèmes psychiatriques, vraisemblablement. Et d'ailleurs, il paraît que Whitehead s'intéressait beaucoup à l'épouse de son maître. Mais c'est une autre histoire. Et en tout cas, il a été sidéré de voir un être humain avec une décompensation psychiatrique. Et ça l'a fait complètement changer de perspective. Il est devenu philosophe, avec une philosophie d'ailleurs très intéressante et qui intéresse beaucoup la psychiatrie, mais pour des raisons complètement différentes. J'ai vécu aussi ça, il y a 40 ans de ça, en gros, un papier sort dans Nature qui dit que l'homéopathie marche parce qu'il y a une mémoire de l'eau. Donc Nature, c'est une revue, c'est la vérité scientifique, voilà, sacrée. Et tout d'un coup, on dit que l'homéopathie marche et que dans l'eau, il y a de la mémoire. Je vous garantis que la plupart de mes collègues étaient complètement sidérés, ils avaient un syndrome de stress post-traumatique cognitif. Alors en fait, c'était faux. Ce qui montre bien que le sacré scientifique, c'est pas tout à fait ce qu'on en dit, même si ça marche pas mal. Alors, donc on a des PTSD cognitifs. En général, c'est pas grave. Mais il y a des PTSD positifs. Il y a des traumas avec une émotion positive, et l'emblème, c'est le coup de foudre. Quand vous avez un coup de foudre, la réalité change complètement. Et vous êtes envahi d'émotions. Et vous êtes même dissocié, déréalisé, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes bête, vous n'arrivez plus à travailler, vous pensez toujours à la même chose, vous rêvez à la même chose, etc. etc. En général, c'est cool, mais il y a des gens qui se suicident quand ils sont éconduits. Donc c'est un vrai trauma positif. Et puis vous pouvez avoir un trauma dans le cadre d'émotions négatives, en particulier si cette rupture de réalité est accompagnée de peur. Eh bien là, on va retrouver ce qu'on disait dans l'introduction, et c'est ça qui fait notre cœur de métier, c'est le trauma dans le cadre d'un envahissement émotionnel négatif. Et alors là, on n'est vraiment pas dans la même perspective que dans le déclic paranoïaque ou dans le virage de Pascal lors de la nuit de feu. On n'est pas dans la surcohérence, on est dans la décohérence. On est dans la décohérence, et ça se sent bien. Celui qui a un coup de foudre, eh bien en fait, comme je vous le disais, devient bébête, c'est-à-dire que penser rationnellement, aller au boulot, etc., ça, c'est pas ça la vie, quoi. C'est pas ça la vie. Il vit avec autre chose. Et en miroir, avec un trauma négatif, ben c'est pareil, vous n'arrivez plus tellement à penser et vous êtes envahi par ces émotions. C'est un autre moi qui prend le dessus. Alors les neurobiologistes vont dire que c'est un moi émotionnel, et puis les psychanalystes vont dire que c'est un moi pulsionnel, mais en fait c'est le même, vraisemblablement, hein, avec des intuitions différentes. C'est des mots qui sont un peu différents, mais ça correspond à la même chose. On voit bien, il y a autre chose qui vous meut, et cette autre chose qui vous meut, d'habitude, elle est contrôlée par le moi intellectuel, qui dans nos sociétés, ben, on est des intellos, hein, voilà, et si on n'est pas rationnel, ben, on n'est pas sérieux. Donc en principe, ce moi rationnel domine tout, ben là, il domine rien. Et ben, du coup, on est différent, et ça peut faire souffrir. Alors, on a là, moi je trouve, une vision psychopathologique ou même psychologique et même psychodynamique du trauma, bon, qui colle assez bien avec les représentations que j'en ai d'habitude, mais visiblement ça ne suffit pas. Alors, il y aurait une autre façon de dire qu'il y a une forme de trauma. Alors ça vient de quoi? Ça vient du fait que, comme je vous le disais, le trauma vient du fait que notre rencontre avec la réalité ne colle pas du tout avec notre représentation de la réalité. Mais en fait, chez les humains, la réalité c'est quoi? Alors la réalité, il y a le fait que j'existe, j'ai un corps, il y a de la matière,
il y a des trucs, vous existez, il y a une table en bois, si je tape très fort, je vais me casser le poignet, c'est la réalité, on ne peut pas aller contre ça, voilà. Et c'est important, et c'est dangereux. Priscille parlait des accidents de vélo qui arrivent souvent à Rouen, qui touchent les soignants. Eh bien, voilà, on ne plaisante pas avec ça. On peut mourir d'un accident de vélo. C'est grave, voilà. Donc il faut toujours se rappeler de ça. Et quand on traverse la rue en regardant son smartphone, faites attention. Alors, parce que justement, aujourd'hui, il n'y a pas que la réalité physique qui est dangereuse, il y a aussi la réalité sociale. C'est que les humains vivent dans la réalité physique, mais ils vivent aussi dans une réalité sociale. Et la réalité sociale prend un pas de plus en plus important dans notre existence. Il n'y a qu'à voir, on traverse la route en regardant son smartphone sans regarder les voitures. Ça veut dire que ce qu'il y a sur TikTok, Instagram ou Facebook en fonction de votre âge, eh ben, c'est plus important que la voiture qui peut vous écraser. Et aujourd'hui, en fait, on est devenu tellement sophistiqué dans l'organisation de nos sociétés que la réalité sociale devient plus dangereuse que la réalité matérielle, en fait. En fait, la réalité matérielle, on vit très vieux, peut-être trop vieux, ça se discute. Dès qu'on a le moindre truc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, voilà. Mais en fait, on n'a pas de problème pour manger, en tout cas en France. Hein. On a même plutôt tendance à trop manger que pas assez. On ne se fait pas agresser. La violence, contrairement à ce qu'on dit, diminue au cours des siècles. Et là, dès qu'il y a un truc violent, c'est une catastrophe absolue. Alors que la réalité sociale devient dangereuse. Et il y a des pays où si vous êtes homosexuel, vous êtes mort. Il y a des pays où si vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes mort. Ou si vous croyez dans le mauvais Dieu, vous êtes mort, etc. Donc la réalité sociale peut faire du mal chez les humains. Et en particulier chez le petit humain. Et ça a été dit aussi dans l'introduction, un petit être humain, c'est quelque chose ou quelqu'un de très particulier, parce que comme vous le savez, nous naissons prématurés, ça s'appelle la néoténie. On a même calculé que il y a une corrélation très forte entre le volume du cerveau et la durée de grossesse chez les mammifères terrestres, avec deux exceptions, les éléphants, qu'on va mettre de côté, et les humains. Et c'est vraiment deux exceptions, c'est colossal. Et en fait, si on les projette sur la courbe, on devrait avoir une durée de gestation d'à peu près 2 ans. Et donc, et ça se voit bien, un enfant, un petit humain, pendant la première année, c'est pas au point. C'est pas au point, ils savent pas marcher, ils parlent pas, ils sont absolument pas autonomes en termes de nourriture. Vous savez, un chimpanzé, dès qu'il est sevré, il est autonome pour se nourrir. Nous, on est loin, on n'est même plus autonome à 50 ans ou 60 ans. Donc le petit être humain, dans la première année de vie, en fait, il est encore in utero quelque part, sauf qu'il est sorti de l'utérus. Et donc, la qualité des... Or, dans un utérus, tout se passe bien, sauf catastrophe, un virus, un métabolite, etc. Mais on est au chaud, à 37 degrés, en principe, on ne reçoit pas de coups, en principe... Voilà, alors que quand vous êtes dehors, vous êtes confronté à... Quand vous êtes dans l'utérus, vous avez à manger quand vous voulez, ça, tout se passe très bien. Et quand vous êtes dehors, il faut vous apporter à manger, et parfois vous avez faim, et parfois vous avez mal au ventre, etc. Et parfois, la personne qui vient, elle ne vient pas, et etc., etc. Et donc, tout ça est extrêmement fort, et quelque part, ça nous construit dans un environnement, ça nous construit vraiment très profondément dans un environnement qui n'est pas forcément totalement sécure, comme si on était dans un utérus. Alors, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'au fond de nous, on n'est pas complètement à l'aise qui qu'on soit. Si on y réfléchit bien, et d'ailleurs ça a été étudié, c'est tellement fort ce qui se passe que quand on se retrouve dans notre vie de couple, en fait, souvent on retrouve un peu
ce qui s'est passé, c'est même pas un délire psychanalytique, ça a été étudié par des choses, par des expériences sur des gens qui font de l'attachement, etc. Donc voilà, nous sommes compliqués, nous avons une réalité sociale, et la réalité sociale, elle est beaucoup plus compliquée que la réalité matérielle, parce qu'en plus, elle peut changer. Oui, la réalité matérielle, les lois de la gravitation, c'était la même du temps de Newton et maintenant, et c'était vraisemblablement la même du temps des hommes préhistoriques, etc. La réalité matérielle ne bouge pas. Alors il peut y avoir une comète qui tombe, mais les lois, elles ne bougent pas. On peut toujours prévoir de la même façon. Alors des sociétés humaines, elles peuvent bouger. Des familles, elles peuvent changer. Et donc c'est beaucoup plus compliqué à interpréter. Et alors, du coup, eh bien, ce qui peut se passer, c'est que chez certains humains qui se construisent une réalité du monde matériel et du monde social, eh bien, par moment, le monde dans lequel on est ne correspond plus tout à fait au monde tel qu'on se l'est représenté. Il a bougé. Alors, pour les adultes, c'est assez simple. Si vous allez en Inde, si vous allez en Asie, en fait, c'est le même air à respirer. Il y a des rivières, il y a la terre, il y a des maisons, voilà. Mais le monde culturel et social est tellement différent qu'il y a des gens qui craquent. Et c'est bien connu chez les attachés des ambassades qui s'occupent de la santé. Ils récupèrent des touristes ou des expatriés qui font des décompensations psychiatriques juste parce qu'ils sont dans un état de déréalisation qui vient du fait qu'ils sont confrontés à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à intégrer. Ils sont dans une espèce... Alors, c'est pas un trauma cognitif, c'est pas un trauma au sens où il n'y a pas une rupture totale, c'est qu'ils arrivent dans le pays et c'est long, vous voyez, c'est... Au début, le premier jour, c'est étonnant, mais c'est normal. Le deuxième jour, un mois, et en fait, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Ce monde dans lequel je suis, j'arrive pas à vivre dedans. L'effort est trop important et je me défends en déclenchant quelque chose de psychopathologique. On pourrait, alors, je crois qu'on va appeler ça un trauma complexe cognitif. C'est pas un trauma brutal, c'est un trauma long, qui vient du fait que ça se passe pas comme ça devrait se passer et ça dure. Alors on voit ça de plein de sortes différentes. Quelqu'un qui arrive en prison. Quelqu'un qui arrive en prison, alors il y a le choc carcéral, mais à la longue, en fait, vous êtes dans un univers complètement différent, assez agressif quand même. C'est pas complètement violent, mais c'est quand même assez agressif. Vous vous sentez un peu en danger. Et vous pouvez avoir alors ce qu'on appelait des psychoses carcérales, mais en fait qui sont des réactions de déréalisation par rapport à un stress très important, chronique, qui fait que c'est juste pas possible de vivre là-dedans. Et donc des collègues ont écrit ça à propos de plein de situations, alors des réfugiés politiques, des gens qui sont... victimes de torture, etc., etc. Alors, ok, ça c'est avec un versant plutôt cognitif. Alors, il y a aussi des espèces de traumas complexes positifs. Alors, vous connaissez peut-être la notion de transfuge de classe, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent d'un milieu socio-économique plutôt bas et qui font des études extraordinaires ou qui se marient avec quelqu'un de beaucoup plus riche et ils arrivent dans un monde qui est complètement différent où ils ont beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de reconnaissance sociale, etc. Vous avez des gens qui se sentent mal parce qu'ils vivent dans un monde où alors ils ont beaucoup plus d'argent, ils peuvent partir en voyage, ils peuvent manger au restaurant tous les jours, etc. Mais ils se sentent pas bien. Ils se sentent pas bien. Alors pour plein de raisons, mais en particulier parce que ce nouveau monde dans lequel ils sont et dans lequel ils vivent, ne colle pas avec le monde dans lequel ils se sont construits. Et puis bien sûr, vous avez un trauma complexe qui peut s'inscrire dans le cadre d'émotions négatives. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le trauma complexe et qu'on trouve dans le livre que Julie
a coécrit. Alors, ça c'est chez les adultes, chez les enfants, c'est encore plus compliqué, parce qu'on l'a vu, la représentation du monde social d'un enfant, surtout quand il est tout petit, c'est un mystère pour nous. Alors, on le devine grâce aux cliniciens qui ont passé leur vie à regarder des tout-petits, à vivre avec eux, et à voir comment ils réagissaient. On se rend compte que pour eux, eh bien, des choses qui peuvent être traumatisantes, pour nous, semblent quelque chose de relativement anodin. Alors avec des éléments clés, l'attachement, je l'ai dit aussi, la relation d'objet, c'est-à-dire que, ben oui, un tout petit, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il a faim, il faut que quelqu'un vienne, et il a une maman, et en fait, une maman qui donne à manger, parfois c'est pas la maman, etc. Tout ça est un peu confus dans sa tête, et il va se construire des objets qui sont plus ou moins sympathiques, plus ou moins agressifs, et en fonction de la distribution de ces objets, il va se sentir mal dans sa vie. Alors vous me direz, c'est pas scientifique. Non, c'est très difficile à tester scientifiquement comme hypothèse. On peut faire des études chez les tout-petits, mais c'est très compliqué, et donc ça reste encore spéculatif, mais sur un plan clinique, ça fait sens. Alors, on voit, vous voyez, une autre façon de voir les troubles du spectre de l'autisme, c'est de les voir comme une forme de trauma complexe cognitif. Parce qu'en fait, un enfant qui est dans le spectre de l'autisme, mais pas dans le spectre du côté des troubles les plus profonds, du côté des troubles les moins profonds, en fait, il vit dans un monde qui est notre monde, mais ses représentations internes sont complètement différentes. Et donc, du coup, il vit comme si nous, on était à l'Inde, quoi. Ou même encore pire, comme si nous, on était sous l'eau et qu'on vivait sous l'eau, avec des sons différents. Avec, quand on parle, on ne s'entend pas tellement, avec des sensations corporelles différentes. Et donc, imaginez si vous passiez votre vie sous l'eau juste en mangeant avec une paille, c'est pas tenable au bout de 1 ou 2 jours, c'est juste pas tenable. Eux, ils vivent dans un environnement complètement différent. Et du coup, c'est une forme, du coup, l'adaptation devient très difficile, ou elle n'est pas possible, à ce moment-là, ils nous échappent, ou elle est possible, et on arrive à vivre ensemble, mais eux, ils disent qu'ils ont une charge cognitive colossale. Et vous savez que beaucoup d'enfants autistes, en fait, ils arrivent à tenir dans la classe, mais au bout de quelques heures, ils sont fatigués. Ils sont fatigués parce que l'effort qu'il faut pour lutter contre cette dissonance cognitive entre le monde dans lequel ils sont et leur monde à eux, elle est trop importante. Donc, ok, trauma complexe. Alors, c'est pas une rupture. Donc moi, ça me dérange un peu. Moi, je préférerais appeler ça un trouble lié à un contexte agressif ou à un stress, etc. Et d'ailleurs, je sais que pour certains collègues, le mot stress est préféré au mot trauma. Moi, je préférerais ça pour garder au mot trauma son caractère un petit peu brutal et soudain. Voilà, mais ça se discute. Alors, vous me direz, en 27 minutes, on a fini, on est en avance, on va pouvoir discuter. C'est aussi simple, on a fait le tour du problème. Pas tout à fait. Pas tout à fait. En fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, pour 2 raisons. D'abord parce qu'on a vu que le trauma, c'est la rupture, et le trauma pour les psys, c'est la rupture dans le cadre d'un environnement émotionnel négatif, souvent la peur. Le problème, c'est que on n'est pas toujours sûr de savoir de quoi on a peur. On sait de quoi on a peur, hein. C'est les araignées, les serpents, etc., etc. Mais ça, c'est trivial. Et en fait, on a peur de choses sans savoir qu'on a peur de choses. Et ça, les gens qui travaillent dans le trauma, ils le savent très bien. Il y a des patients qui font des syndromes de stress post-traumatique sur des trucs débiles. Alors, l'exemple qu'on cite toujours, c'est quelqu'un qui a fait un syndrome de stress post-traumatique après avoir été enlevé par les extraterrestres. C'est authentique, hein? Sauf qu'a priori, il n'a pas été enlevé par les extraterrestres. En fait, c'est une construction. Et puis, j'ai un cas clinique donné par des médecins militaires où un soldat était en Afrique, confronté en permanence à des corps abattus, etc., etc., sans séquelles. Et voilà, il fait ça pendant des mois, c'est son boulot de soldat. Et à un moment donné, il voit un corps, et à côté de ce corps, il y avait une poupée d'un enfant. Et il déclenche un syndrome de stress post-traumatique à la vue de la poupée à côté du corps. Pourquoi? On ne sait pas.
parce que c'est compliqué dans notre tête. Et de la même façon, et alors ce que je vais vous dire risque de vous choquer, hein, mais vous êtes soignant, il faut accepter de voir la réalité comme elle est. Il est bien évident que quand un adulte s'engage dans une relation sexuelle, quelle que soit avec un enfant, ça conduit à un traumatisme d'une violence incroyable qui peut le détruire complètement ou pas complètement pour le reste de sa vie. Tout le monde est d'accord aujourd'hui là-dessus. La question, c'est pourquoi. Pourquoi alors là aussi, ce que je vais dire va vous choquer. Un adulte fait des caresses sexuelles à un enfant. Pourquoi ça le détruit? Ça n'est pas violent, ça n'est pas agressif. Alors comment il le vit? Là c'est intéressant, c'est dans le livre de Julie que je l'ai trouvé. Il y a une étude où on a demandé à des gens qui avaient été victimes de traumas, d'abus sexuels dans leur enfance et qui l'avaient oublié et qui s'en étaient remémorés après. On leur a demandé mais comment vous avez vécu ce qui s'est passé? Eh bien l'immense majorité ne disent pas que c'était violent, agressif, etc. Ils disent que c'était inconfortable et perturbant. Inconfortable et perturbant. Et c'est après que ça devient quelque chose de traumatisant. Pourquoi c'est devenu quelque chose de traumatisant? Eh bien, là aussi, parce que nous sommes compliqués dans notre tête, parce qu'en fait, ce qui nous fait peur, très profondément, c'est pas aussi simple que ça. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, alors, il est sociologique. C'est que, en fait, le trauma est devenu un objet social. Et ça, nous sommes psy, le social, ça nous intéresse quand il y a une mère célibataire, etc., qu'il faut s'en occuper, etc. Et il faut s'occuper des mères célibataires. Je milite à 200% là-dessus, c'est un problème colossal. Si on avait vraiment à faire quelque chose pour améliorer notre société, ça serait de travailler là-dessus. Donc le social, on s'y intéresse, mais un peu. Mais la sociologie, on s'y intéresse pas tellement que ça. Or, il y a, je trouve, 2 livres très intéressants qui sont sortis, un en 2007, un autre en 2024. Le dernier, c'est François Azouvi, Du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré. C'est un historien. Et la deuxième, c'est plus connu, Didier Fassin et Richard Rechtman, L'Empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime, en 2007. Alors je commence par le plus récent parce que c'est l'historien. Et alors il dit quelque chose de très, je trouve, profondément vrai. Il dit que après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un bouleversement considérable avec le fait que le héros, la personne du héros, qui avant était sacrée, notamment au moment de la Première Guerre mondiale, est devenu en moins que rien. En fait, c'est has-been aujourd'hui d'être un héros. Un héros, c'est quoi? C'est un guerrier qui se dépasse, qui est fort, qui se maîtrise et qui a sens du sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, un héros, c'est un crétin masculiniste. C'est bon. Et c'est... Alors, il y avait... Et chez les catholiques, le héros a naturellement sa place, mais le martyr a beaucoup sa place. Les catholiques et les chrétiens en général ont une certaine affection. Il y a beaucoup de saints qui sont des martyrs. Et un martyr, c'est pas une victime. Le martyr, c'est en miroir du héros. C'est-à-dire que le héros va au-devant du danger et il vainc le danger. Le martyr va au-devant du danger et il se fait avoir. Mais on va au-devant du danger. Et ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la Shoah. C'est-à-dire les Juifs, ils ne sont pas allés au-devant du danger. On les a pris, on les a mis dans des camps, on les a zigouillés. Et au même moment, il y a eu une diminution de la présence du catholicisme en France. Et du coup, l'image de la victime s'est substituée à l'image du héros et du martyr. C'est aujourd'hui la victime qui est devenue sacralisée. Et c'est complètement vrai. C'est-à-dire, on est dans une société, alors c'est bien et c'est pas bien, c'est pas un problème, c'est juste sociologique, c'est-à-dire notre société est comme ça. Il y a une valorisation de la vulnérabilité. C'est bien d'être vulnérable. Beaucoup d'hommes aujourd'hui peuvent dire qu'ils sont fragiles, etc. Et on dit, c'est bien, Bruno, t'es fragile, t'es comme nous, etc. On t'écoute. Alors qu'il y a 40 ans, quand j'ai fait l'armée, c'était pas ça. Hein. On n'avait pas à dire qu'on était fragile, il fallait être un héros.
On prévient les risques. Hein. La prévention des risques, c'est partout. Il ne faut pas prendre de risques, il faut être cool. Hein. La victime, c'est un référent éthique. C'est-à-dire que la victime, c'est sacré. C'est ça qui porte l'éthique. Et la victime concentre toute notre empathie et notre compassion. Et le trauma, ben, c'est la quintessence de la victime, avec en plus la médicalisation de la quintessence de la victime. Et donc comme, ben, en fait, être une victime c'est sacré, ben donc on en arrive à une concurrence victimaire, c'est-à-dire ben, tout le monde se doit d'être un peu victime de quelque chose, hein, et ça s'entend partout, hein, tout le monde dit, quand on dit aujourd'hui, vous voyez par exemple quand je dis que notre société va pas si mal, qu'on souffre pas tant que ça, que nos jeunes ne souffrent pas tant que ça, qu'en 1990 il y avait 800 décès par suicide chez les adolescents en France et qu'aujourd'hui il n'y en a plus que 300. Les gens sont tristes parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des victimes partout parmi nos patients et que du coup, comme nous on s'occupe de nos patients qui sont des victimes, ben on est des victimes par procuration et que donc on est des héros aussi. Donc voilà, et donc le trauma devient l'espèce de truc ultime où finalement, si je suis traumatisé, eh ben je suis un référentiel pour la société. Et Richard Reichmann d'ailleurs et Didier Fassin, à leur façon, l'ont dit avant François Azovi, en disant qu'effectivement, à la fin du XXe siècle, le trauma est devenu le mode dominant d'interprétation du malheur. C'est-à-dire qu'en fait, si je vais mal, quelque part, oui, le trauma, c'est cool parce qu'en fait, il y a une cause à mon malheur. Donc je vais mal et je vais mettre une cause, du coup ça met du sens, et en plus, je suis reconnu comme quelqu'un qui est authentiquement et objectivement malheureux. Et du coup, c'est devenu une catégorie sociale, à la fois une catégorie sociale, morale et politique. Et du coup, c'est extraordinaire, mais le trauma, c'est la seule pathologie psychiatrique qui fait que vous pouvez être payé parce que vous êtes un malade psychiatrique. Je ne parle pas de l'allocation de handicapé, où c'est pour le handicap. Il y a des reconnaissances de trauma où vous êtes indemnisé pour votre trauma. Parce que moi, ça ne me dérange pas. Hein. Mais c'est que pour les traumatisés et pas pour tous les traumatisés. Parce qu'il y a une hiérarchie du traumatisme, il y a une aristocratie du traumatisme qui fait que là, vous avez de l'argent, mais si vous êtes abusé sexuellement, bien sûr, vous n'avez pas d'argent parce que ce n'est pas considéré aussi aristocratique que d'être dans un attentat. Ce que je dis, c'est cynique, hein, c'est ironique, mais c'est la réalité. C'est la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas juste. Voilà, ça n'est pas juste. Tous les patients psychiatriques ne sont pas égaux, toutes les souffrances psychiques ne sont pas égales. Il y en a certaines qui sont plus reconnues que d'autres. Il y a une hiérarchie. Alors j'en arrive à la conclusion. Ok, moi j'ai bien travaillé, merci à vous. J'ai appris des choses. Pour moi, le trauma reste quand même fondamentalement une rupture. Je pense que ça parle, c'est-à-dire que effectivement, dans notre vie, il nous arrive des moments de sidération, de déréalisation. On ne comprend plus le monde. Soudain, on ne comprend plus le monde dans lequel on vit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre façon de penser, notre représentation du monde ne colle pas avec le monde, voilà, et que c'est étonnant. Souvent, ça passe. Parfois, ça passe pas, et parfois, ça fait du mal, et c'est notre job de gérer ça. Et d'ailleurs, il y a plein de techniques thérapeutiques pour gérer ça, et beaucoup qui marchent bien, donc bravo. Après, l'autre forme de trauma, celle qui est plus long, c'est-à-dire, en fait, je vis dans un monde qui n'est plus mon monde, quelque part en le poussant à l'extrême. Ok, je comprends aussi. Alors, il y a des situations aussi où ça fait sens, je comprends ce que disent les professionnels du trauma complexe, effectivement, être incarcéré, être torturé, être dans des camps de réfugiés, ou être un enfant dans un environnement familial plus ou moins délétère, ça peut conduire à quelque chose qui vous porte atteinte à ce que vous êtes, et on a à s'en occuper. Ok, mais alors là,
je trouve que, historiquement, il y a, pour le dire vite, les psychanalystes ne disaient pas des choses différentes. D'ailleurs, je sais qu'il y a une discussion entre trauma complexe et troubles de la personnalité borderline qui est encore ouverte chez les spécialistes. Et c'est intéressant là-dessus, puisqu'en fait, la psychopathologie de l'état limite, ça a bien à voir avec quelque chose, une rencontre de l'adulte représentée de façon prototypique par la mère, qui conduit à quelque chose de déstabilisant dans le développement de l'enfant et qui fait que vous devenez borderline, ce qui ressemble un peu à ce qu'on est quand on a un trauma complexe. Ok, je conçois. Alors pourquoi ça a un tel succès? Eh bien parce que je crois que beaucoup d'entre nous, on a l'impression de vivre aujourd'hui dans une situation de trauma complexe, parce que la société bouge à une telle vitesse, quand on est un peu âgé, on n'est plus capable de gérer le monde dans lequel on vit. Concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a TikTok, qu'il y a tout ça, qu'il y a des adolescents transgenres, enfin que tout bouge, et les repères bougent à 100 à l'heure, et qu'on dit « le monde est fou ». Non, c'est pas le monde qui est fou, le monde il est comme il est, c'est nous qui n'arrivons plus à être avec nos représentations intérieures compatibles avec le monde tel il est. Donc on dit qu'il est fou, mais c'est projectif. En fait, c'est nous qui vivons dans une situation de trauma complexe et on n'est pas bien. Et donc on est une victime, traumatisée. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention. Je trouve que les psys ont toujours tendance à un peu étendre le spectre de la pathologie. Il y a des enfants hyperactifs qui, vous savez, aux États-Unis, 10% des enfants de 10 ans prennent des stimulants pour hyperactivité. Ça me pose un peu problème. TSA, bon, on avait 1 pour 1000 comme prévalence, on en est à 3%, certains disent qu'on va arriver à 5%. Ça ne veut plus dire grand-chose, vous voyez. De la même façon, pour le trauma, si on commence à dire qu'on est tous traumatisés, à ce moment-là, ceux qui ont un trauma et qui fait qu'ils se suicident, eh ben, on ne va plus s'en occuper. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc oui, le trauma, ça existe. Oui, parfois c'est complexe, mais non, tout le monde n'est pas traumatisé. Et merci pour votre attention.